Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Spot, le premier podcast francophone. Donc, où est-ce qu'on prend une petite bière décontractée, on discute de géomatique, du cheminement des acteurs, mais aussi des technologies qui ont influencé le milieu. Aujourd'hui, j'ai pas mon cher collègue, je pense qu'il fait un petit peu de fièvre, il est probablement encore au lit. Fait que je vais y aller cavalier seul, mais je suis quand même bien accompagné. Merci à tous nos commanditaires, à tous nos partenaires, donc ABTech pour un service privilégié pour tout ce qui est location, vente d'équipements d'arpentage, notamment la gamme Leica, mais aussi les logiciels. Également à Balco, donc Luc, l'archevêché de la géomatique et H4G Géomatique et ainsi Coda Technologies. Donc, aujourd'hui, on a une pionnière, selon moi, de la géomatique québécoise, surtout dans l'acquisition et dans les produits LIDAR. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Maude Pelletier de Balco et de MVT Technologies. Ben oui, merci. Merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Ça va? Ben oui, ça va bien. Good. Ben, je suis vraiment content de te recevoir. Moi, je pense qu'en tout cas, comme je disais, tu es une pionnière en la matière. Je pense que tu es quand même dans les premières là, qui a touché à l'acquisition de données par drone, carrément. Là. Ben, dans l'acquisition de données LIDAR par drone, on est dans vraiment les premiers au Québec, puis pas mal dans les premiers au Canada. C'est sûr que c'est pour le LIDAR. Là, ouais. Ah, good. Puis sinon, ben c'est ça, tu sais, comme je te disais, nous, on aime bien ça parler, tu sais, du cheminement personnel de la personne. Toi, tu viens d'où, en fait? Moi, je suis née à Kamouraska. OK. Mais on a déménagé beaucoup là, dans ma jeunesse. Là. J'ai resté à Sept-Îles, j'ai même resté à Montréal, à la Pocatière. OK. Donc, différentes places. Mais là, présentement, je suis à Québec. OK. On dirait qu'il y a juste les gens de Montréal qui bougent pas quasiment. les gens qui sont nés ailleurs, souvent, ils vont bouger beaucoup. Ah ouais. Mais en tout cas, cheers! Mais cheers, oui, certainement. Donc, qu'est-ce qui t'a amené dans le merveilleux monde de la géomatique? Fait que ça remonte... En fait, c'est un choix que j'ai... La géomatique, tu sais, la première fois que j'ai pensé à la géomatique, c'est quand j'ai décidé de retourner aux études. J'avais 23 ans. OK. Puis j'hésitais entre géomatique et géographie. Mais je penchais plus pour la géomatique. OK. Puis moi, tu voyais la différence? Oui, tu savais ce que c'était un SIG, mettons, puis des choses comme ça? Je voyais la différence, mais pas tant non plus à ce moment-là. Moi, ça faisait à 23 ans, ça faisait déjà 6 ans que j'avais arrêté les études. Puis que je faisais juste pas mal voyager, en fait. Pendant 6 ans, j'ai arrêté. Fait qu'à 23 ans, je me suis dit, je retourne aux études. Puis là, je me dis, géomatique, je pense que j'aimerais vraiment ça. Mais il y a une de mes amies qui me dit, Maude, je te vois pas trop là-dedans. Il me semble que tu serais toujours devant un ordinateur. Je te verrais plus en géographie. Puis là, j'ai fait, ouais, je pense qu'elle a raison. Mais j'ai fait géographie avec concentration en géomatique. Puis j'ai adoré ça, là. Okay. Puis après, j'ai toujours utilisé la géomatique. Mais après, j'ai fait une maîtrise en géomorphologie. Puis ça a été... toujours au cœur de ce que je faisais quand même, t'sais. Parce que c'est un outil, la géomatique. Ouais. Tu peux l'appliquer à différents... je pense que même c'est ça que tu dois faire. Là. Toujours, dans le fond, ouais, c'est ça. On travaille que ce soit en géomorphologie, en agriculture. Tu sais, la géomatique, c'est un peu partout. Ouais. Fait que ça a vraiment été comme ça que j'ai commencé à utiliser la géomatique à travers mon parcours académique. Puis après, vraiment, la piqûre de la géomatique, ça a vraiment commencé quand j'ai fini ma maîtrise en géomorphologie. Là, je suis partie travailler au Yukon comme professionnelle de recherche. OK. Ouais. Fait que là, je travaillais vraiment sur les problématiques de dégel du pergélisol le long des grands axes routiers. Okay. J'avais comme mandat de localiser les zones qui étaient le plus sensibles au dégel le long de ces axes-là. Tu le sais, Yukon, Arctique, données, c'est pas trop à jour. Non, ça doit pas. Puis pourtant, le dégel du pergélisol a surtout commencé dans les années 2000. OK, fait que ça nous prenait quand même des données à jour pour vraiment voir les formes de terrain qui étaient récentes, pour pouvoir dire, OK, il y a vraiment ici un risque de dégel avancé. Okay. Puis là, c'est là que j'ai pensé au drone en premier. Puis ça, c'était ton mémoire là, que tu as écrit là-dessus? Non, c'était après, par contre. Okay. Ouais, mais c'était un lien quand même, tu sais. À ce moment-là, j'avais fini mon mémoire de maîtrise. Puis là, j'étais professionnelle de recherche.
OK, t'as continué vers, comme, mettons, le PhD? Ben non, j'ai arrêté juste avant. En fait, après, moi, je suis revenue, j'ai resté professionnelle de recherche pour le Yukon, puis après le Centre d'études nordiques. Puis après, j'ai été engagée par WSP comme géomorphologue. Mais entre-temps, quand j'étais au Yukon, je commençais à réfléchir à un PhD, donc un doctorat. Fait que sans vouloir faire de doctorat. C'était comme si c'était la suite logique un petit peu. Là, j'ai commencé à réfléchir. Je mettais ça sur papier. J'étais au Yukon dans un chalet, j'avais rien d'autre à faire. Ah ouais, hein? Faire de la recherche, je réfléchissais. Je réfléchissais. Et que là, je commençais à établir même des méthodologies, même les chercheurs avec qui je voudrais travailler. Je disais, ça allait quand même assez loin. Okay. Mais je voulais pas vraiment faire de doctorat. C'était comme une suite logique. Ouais. Puis j'étais intéressée par la géomatique, mais encore plus aussi par le drone, la combinaison des deux. Mais on parle de ça, moi, de la façon que je te vois, là, puis je pense que c'est comme ça que tu véhicules un peu ton message. Je te vois comme une scientifique entrepreneur. Est-ce que tu avais déjà la fibre entrepreneur? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, vraiment. Tu avais déjà eu des petits hustles, là, puis des petits... Écoute, moi, avant même de retourner aux études, j'avais toujours été un peu autonome, travailleur autonome. Je faisais des jobs à contrat, à droite et à gauche, j'étais sur la route. Je restais dans une vanne pendant 6 ans, là, à travers un peu le monde, à différentes places. Alors là, je comprends pourquoi que ton ami a dit que oui, c'est ça, je te vois pas juste ouais. devant un ordi. Mais tu peux avoir un ordi dans ta petite vanne, là, petit laptop. Là. J'avais ça. Je rédigeais beaucoup, en fait. Fait que j'ai eu un ordinateur, j'avais 18 ans. C'était pas beaucoup de monde à mon âge, j'avais un ordinateur à 18 ans. Mais c'est ça, dans le fond... On est pas... mais moi, c'est ça. À ce moment-là... C'est vrai, il était épais aussi. Il était très épais. Ouais. OK. Puis, fait que c'est ça. Fait que donc... c'est ça, j'ai voyagé beaucoup, là, puis c'est quoi? J'ai un peu perdu le fil. T'étais dans ta vanne. Ben, en fait, je disais que t'étais entrepreneur et scientifique en même temps. C'est ça. Puis tu réfléchissais, puis tu faisais déjà des contrats comme ça. T'avais déjà la fibre entrepreneur. J'ai un côté très scientifique. OK, puis je pense que c'est une de mes forces. J'aime faire des liens entre les différentes sciences aussi. C'est pour ça que j'étais en géographie. La géographie, c'est ça. Faire des liens entre les différentes sciences physiques, géophysique et anthropique, l'humain. Ouais. Donc, moi, c'est beaucoup ça que j'aime. Puis ma maîtrise était aussi très, très multidisciplinaire, là, faire des liens. T'aurais pas comme juste fait, mettons, du physique ou juste de l'anthropologie, metton? Non, c'est ça. Moi, c'était vraiment les liens. C'est ça, exactement. Okay. L'impact de tel élément physique sur l'humain. C'est vraiment les liens. Fait que, mais j'ai un côté très scientifique. Puis j'aime également pouvoir vulgariser puis montrer la donnée d'une certaine façon, la visualisation de cette donnée-là. Donc, la géomatique, c'était un outil, je trouvais tellement merveilleux pour permettre la visualisation rapide d'une donnée à quelqu'un qui est néophyte, qui n'a pas de compréhension. La géomatique, c'est comme le pont de cette information-là vers une personne. Oui, j'avoue. C'est bien dit comme ça. Puis, je pense que tu es la première géomorphologue qu'on a eue au podcast, si je ne me trompe pas. Là. À part Charles. Charles aussi, il est étudiant en géomorphologie. Là. C'est quoi la géomorphologie, pour ceux qui ne savent pas, mettons? C'est vraiment la compréhension des formes de terrain. Qu'est-ce qu'on a à la surface? Hein? On a la géologie qui est vraiment plus le roc, là, plus en profondeur. C'est quoi la géologie? Mais la géomorphologie, c'est vraiment ce qu'on a à la surface. Hein? C'est où est-ce qu'on va trouver un dépôt périglaciaire ou du til? Ou où est-ce qu'on va trouver de l'argile? On a en quelle quantité, il est en quelle quantité, c'est quoi le volume qu'on va avoir? Sont où les bandes d'emprunt pour construire une route? C'est vraiment la compréhension des formes de terrain à la surface. OK. Fait que vous travaillez aussi beaucoup avec les ingénieurs, mettons, qui veulent comprendre, mettons, ce qu'il y a à la surface du sol versus, mettons, un géophysicien, ça existe, ça? Ou, géophysicien, ça va être, on va plus utiliser des outils de géophysique qui peuvent être appliqués à la géomorphologie. Par exemple, ça va utiliser du géoradar ou des lignes de résistivité électrique pour voir vraiment qu'est-ce que tu as vraiment là, dans ton substrat ou dans ton dépôt de surface. Puis comme le pergélisol, on en faisait pour voir mon pergélisol, ma couche active, qui est au-dessus du pergélisol, qu'est-ce qui ne gèle pas en permanence et de quelle épaisseur.
Fait que ça, puis aussi, des fois, des bandes d'emprunt, on en a combien de bandes? Tu sais, c'est quoi l'épaisseur du banc d'emprunt? Fait que ça, c'est des outils de géophysique qui vont être appliqués pour la géomorphologie également, un autre outil. OK, intéressant. Ouais. Puis, comment t'es arrivé, mettons, au drone, à cet outil? Le drone? Ouais. Un outil dans ma boîte de pick-up qui pouvait m'aider à faire mon travail, tu sais. Dans le fond, quand t'étais aux études? Non, je suis au Yukon. Oh, OK. Puis là, j'avais pas de données. Moi, il fallait que je localise où est-ce qu'on avait du pergélisol sensible le long des routes. Pour qu'après, j'envoie une équipe de foreuses. Puis là, ils faisaient des trous dans le pergélisol, puis ils me sortaient des carottes en profondeur. Tu le sais, des forages, là, c'est très, très dispendieux. Fait que tu veux pas trop te tromper de où est-ce que tu vas dire qu'il faut forer. Première étape, c'était de la photo-interprétation. Mais moi, ma photo-interprétation datait de plusieurs années. Je me souviens, puis je me sens que c'est 1970, dans ces années-là. Trop vieux pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, tu sais. Vraiment, les formes de dégel du pergélisol commencent vraiment plus dans les années 2000. Problème numéro 1. Fait que comment je fais pour aller chercher une donnée qui est à jour, qui va vraiment me permettre d'avoir, l'image, mais également de me créer un modèle d'élévation, parce que moi, c'est la forme de terrain qui m'intéresse. Ouais. Donc, c'est là que j'ai pensé à utiliser un drone. C'est là que tu vois du dégel de pergélisol? Non, je vais juste détecter des formes de terrain qui sont indicateurs de dégel de pergélisol. OK. Tu comprends? Quoi, moi, c'était oui, des fissures ou des tassements dans le sol le long des routes. OK. Le long des routes, là, ce qui se passe, c'est vraiment tu as une arbustification qui va se passer le long des routes. Puis l'arbustification, dans le fond, l'augmentation d'arbustes va agir comme trappe pour la neige. Puis cette neige-là va être très isolante, en fait. OK? Très isolante. Puis il va se créer une température. Dans le fond, la température de surface sous la neige va être au-dessus de 0 degré, mais à longueur d'année. Okay. Fait qu'au moment qu'on atteint cette phase-là de dégel, donc ça devient exponentiel. Puis là, il va vraiment avoir des tassements dans le sol parce que ça va geler rapidement. Ça va dégeler rapidement. Okay. Fait qu'il y a la végétation le long des routes qui est un indicateur. Et même, ça va même jusqu'à vraiment la hauteur puis le type de végétation, tu sais, qui va avoir différents impacts sur la cristallisation de la neige. On appelle ça le depth door. Okay. Le depth door qui se crée, là, c'est une neige qui est encore beaucoup plus isolante. Okay. En fait que c'est des indicateurs. Moi, je cherchais des indicateurs de dégel. J'imagine qu'il faut une bonne résolution d'image ou aussi un modèle numérique de terrain qui est assez fin là, pour pouvoir déceler ça. Je veux dire, c'est-tu un affaissement au niveau de métrique, genre? Ou? Ben, tu sais, il y a ça. Okay. Premièrement, tu sais, il y a la photo-interprétation juste de normal, là, avec des images grossières, de résolution grossière. Ça te donne déjà une histoire géomorphologique. Okay? Déjà, tu peux cibler où est-ce qu'il y a un dépôt sensible à avoir une teneur en glace élevée. Okay? C'est la première étape. Tu ne trouveras pas une teneur en glace élevée dans du til ou du sable grossier. Tu vas chercher où est-ce qu'il y a de l'argile, du limon, des sédiments fins. Première étape, c'est ça. Après, ça fait que là, tu raffines toujours un peu. Tu raffines toujours. Et là, après, moi, je raffinais avec les arbustes. Je raffinais avec... Puis après, je volais mon drone à des endroits que j'avais déjà détectés pour me donner une résolution fine, exactement. Pour aller chercher, justement, les petites fissures, puis les petits tassements, puis les informations. Puis là, après, je faisais des lignes de résistivité électrique. OK. Pour confirmer. Puis là, on envoyait les foreuses. Ah, OK. C'est l'étape, Puis là, le drone? Ben le drone, il passait, c'était comme avant les lignes de résistivité électrique. On parlait quelle année? Quelle année que je faisais ça? Ça, c'est 2014 à peu près. 2014? OK. Ouais. C'était pas mal un début un peu, tu sais, de... Ah, du drone, oui. Mettons de la commercialisation du drone pour des fins récréatives, d'études, etc. Ben oui, écoute, on était au début, là. Tu sais, moi, c'était un petit 250 DJI, là. OK, ouais. C'était que custom, j'avais tapé une GoPro dessus. Okay. Premier drone, je l'ai rentré dans un mur. Ah, ben ça, c'est normal, ça. Normal. Puis t'as-tu un cours de drone? Ben non, écoute, je suis au Yukon, moi, pas pensé. J'ai parti mon drone direct à côté de mon chalet. OK, ouais. Que je restais. Puis, parti dans le mur. Puis, je suis pas grave, je m'en suis racheté un autre, mais là, j'ai fait un peu plus attention pour le voler. Tu as pratiqué un peu plus. Mais c'était vraiment au début, écoute, c'était pas des super images non plus, mais ça faisait la job, là. Parce que j'avais besoin. Mais
le drone, puis je pense qu'une force de MVT, je pense, hein, c'était au niveau d'aller chercher justement les bons capteurs, mais aussi de les assembler avec le drone. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on a du DJI qui nous permettent de... Tu sais, qui c'est vraiment plug and play qu'on appelle, tu sais. Ouais. Mais dans le temps, si tu voulais avoir qualité photogrammétrique, tu sais, il fallait que tu prennes une bonne caméra puis que tu puisses l'intégrer, dans le fond, avoir une solution intégrée. Oui, exactement. Ça, avec, tu sais, comment c'était quoi déjà? Mais je pense que il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de solution. Moi, quand j'ai commencé en 2015 là, pour faire de la photogrammétrie, je voulais absolument avoir une Sony caméra, tu sais, que je pourrais vraiment calibrer ma lentille correctement. Mais tu sais, il n'y en avait pas de solution. Là. C'était seulement des drones DJI qui n'avaient pas de bonne caméra, qui avaient très fichesse, parce que c'était tous des drones faits pour le cinéma. Ouais. Fait que finalement, tu sais, moi, j'avais trouvé un drone qui était custom made, je dirais, là. Un peu plus difficile à voler, mais que ça marchait. Puis j'avais mis une caméra Sony dessus, puis avec un trigger, avec un time-lapse. C'était ça qui était l'enfer, surtout. Oui, c'était quelque chose quand même. Trigger, assembler ça avec... c'est quoi déjà le flight controller, là? Ça, c'était... dans ce temps-là, c'était un Pixar. Un Pixar, oui, bon, c'est ça. Pixar, c'est ça. Puis ça, c'était dur. Mais ça en a encore, là, mais il y en a encore, mais c'est mieux. Ils ont beaucoup évolué. Là, ils ont évolué, mais dans le temps... Puis là, c'était Mission Planner tout le temps. Il n'y a pas beaucoup d'options dans les logiciels de planification de vol. C'est sûr. Ton géotag, c'était l'enfer. Ça a été un parcours de mettre ça en place. Par contre, on arrivait avec des super bons résultats. Parce que la caméra était bonne. Oui, c'est ça. On arrivait vraiment à des bons résultats. Fait que, puis ça m'a donné la connaissance après aussi pour tout le reste de mon parcours. Quand j'ai intégré un lidar, puis la synchronisation avec le lidar. En tout cas, c'est beaucoup de connaissances qui finalement... T'avais gossé avec ça, donc... Oui, c'est ça. T'apprends, tu sais, t'apprends. Oui, tout à fait. Ouais. OK, good. Puis... après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu as décidé de partir MVT qui était à la base Génie Drone? Oui, à la base, c'était Génie Drone. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que quand j'ai parti Génie Drone, MVT... Y avait-tu de quoi entre? Moi, là, à ce moment-là, quand j'ai décidé de partir, j'avais été engagée comme géomorphologue chez WSP. Ouais. Là, je faisais de la photo-interprétation, puis d'autres petits projets comme la géophysique. J'avais intégré les méthodes de géophysique également chez WSP. J'aimais ça, mais il me manquait quelque chose. T'sais. Moi, c'était vraiment... Puis j'avais déjà, en plus, toutes mes idées de drone continuaient, puis la géomatique, puis j'avais la fibre entrepreneur, puis moi, j'aurais fait du développement des affaires, en fait, beaucoup. C'est ça que j'aime, pousser le marché, pousser la technologie sur le marché, tout ça. Fait que je dis, je me vois vraiment plus à mon compte. Mais c'était pas évident comme décision, tu sais. Premièrement, je sortais des études, ça faisait juste 6 mois, pas mal, 1 an avec, quand j'étais professionnelle de recherche, plus WSP, à peu près 1 an que je travaillais, puis c'était mes premiers jobs d'employé. En plus, moi, j'ai juste été employée pendant 1 an, là, dans toute ma carrière, au final. Wow. Fait que, j'avais pas beaucoup d'expertise non plus. Tu dis, mais finalement, hein, on apprend. Puis j'ai décidé de partir. J'ai parti, puis moi, j'avais quand même déjà beaucoup écrit pour le doctorat que finalement, j'ai jamais fait. J'avais déjà un bon document, une bonne partie de fait. Je l'ai transformé en modèle d'affaires. Puis j'ai participé à tous les concours imaginables que je pouvais participer. Puis j'en ai gagné plusieurs. Hein. J'ai eu un beau succès. Ça m'a permis de m'acheter mon lidar à partir des concours que j'ai gagnés avec mon plan d'affaires. C'est pas évident, surtout dans ce temps-là. Il fait pas si longtemps que ça. Non. Mais les lidars, c'était tellement cher. Amortir un lidar, c'était c'est ça. Oui, mais tu sais, je le roule encore. Mon premier lidar, il dure encore. Ça fait 6 ans. Okay. Fait que quand tu y penses. C'est lequel? Sur le Surveyor. OK. VLP16. Yellow Scan. Fait que, tu sais, il sort encore. Fait que, tu sais, ça fait 6 ans. Fait que ça dure longtemps, les payloads, quand même. C'est pas comme le drone. Le drone évolue très vite. Ouais. Ça, c'est plus dur à amortir si tu achètes un drone cher. Mais un capteur, c'est quand même différent parce que la donnée que le client veut, c'est du 2 cm, 2 cm de précision absolue. Dans 10 ans, il va encore vouloir du 2 cm de précision absolue. C'est un exemple. Ouais. OK. Puis, tu as fondé Génie Drone? J'ai fondé Génie Drone, oui, exactement.
Au départ, on faisait la photogrammétrie, mais moi, c'était toujours dans une optique de faire du lidar. Ouais. Okay. C'est pour ça que fallait que je participe à des concours, que je sois en mesure d'aller chercher des fonds. Tu sais, tu le sais, une entreprise, quand tu commences... Faut que tu ailles chercher des fonds. Faut que tu ailles chercher des fonds d'une certaine manière. C'est pas si facile que ça au départ parce que tu n'as aucune historique, tu n'as aucune crédibilité. Fait que la meilleure façon pour moi, c'était de faire des concours. OK. Quand j'ai eu ce que je voulais, ben là, j'ai acheté mon leader, puis là, ça a parti de moi. Mais j'ai vu justement un peu les concours que tu as remportés. Est-ce qu'il y en a vraiment qui ont été forts? Est-ce que je pense que la Ville de Québec t'a appuyé là-dessus aussi? Oui, c'est beaucoup les appels d'offres de la Ville de Québec. J'en ai gagné 2. Puis Entreprends tes rêves, Ose entreprendre. C'est tous des concours pour les jeunes entreprises, là. Ouais. Que ça aide beaucoup. C'est très bon. OK. Ouais. Puis, ce que je trouvais intéressant de Génie Drone, c'est que vous avez quand même eu une carrière à l'international. Mm-hmm. Il y avait même un bel article là, sur vous autres dans le journal, là, genre Ah ouais? Génie Drone a réussi son envol à l'international. Ouais, quelque chose comme ça. Je me souviens pas de tout ça. Oui, c'est vrai. Au départ, on a... Vous aviez cette vision internationale-là dès le départ? Est-ce que c'est du fait qu'il y a des hivers au Québec? Je vais te dire aussi, c'est qu'au départ, là, c'était très difficile de communiquer puis de vendre du leader par drone. Hein? Tout était à faire. Le marché québécois était quasiment trop petit pour assurer une croissance. C'est pas qu'on a poussé nécessairement à l'international. C'est que j'ai mis en place des partenariats, des partenaires qui étaient à l'international, qui nous donnaient des bonnes références. Et donc là, on a commencé à avoir des contacts d'ailleurs, hein, en Amérique du Sud, aux États-Unis, dans les Antilles. On a fait beaucoup de travaux dans les Antilles. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à sortir du Canada, mais sans vraiment mettre tant d'efforts. C'est juste qu'on avait des bons partenariats. Okay. Des bons partenariats. Puis les gros shows aussi de drones, hein, il n'y en avait pas au Canada. C'était tout aux États-Unis. Fait qu'on faisait les gros shows de drones aux États-Unis, ce qui nous faisait également se connaître aux États-Unis. Fait que oui, MVT a sorti très vite du Québec, très vite. Puis par contre, on a eu la brillante idée de renforcer notre marketing, renforcer nos bases juste avant le COVID. 1 an avant le COVID, on a tout revu notre marketing pour renforcer nos bases au Québec. Bien, c'est là que vous avez changé le nom aussi, ça se peut-tu? Oui, pas mal. Vous avez revu votre branding aussi? Oui, c'est ça, même temps. C'est ça. On a tout revu notre branding, puis on a vraiment refocusé sur le Québec pour solidifier les bases. Ici. Puis ça a été une bonne chose, dans le fond, hein, parce que quand le COVID a commencé, bien, au moins, on avait déjà une bonne clientèle. Se sont fermées, les frontières se sont fermées? Ah oui, on a arrêté d'en faire. OK, C'était d'accord. trop, non. Ah ouais, hein? Ouais. Puis, est-ce que tu trouves que quand tu as parti la compagnie puis que tu faisais du lidar puis du drone, est-ce que tu trouves que tu étais trop avant ton temps? Je pense que c'était le bon timing. Oui? OK. Tu n'avais pas l'impression que les gens n'étaient pas encore prêts à ça? Je suis convaincu que tu as approché des clients puis que c'est juste 2 ans plus tard qu'on dit que là, il me faut ça. Tout à fait. Mais en disant, j'étais le bon timing parce que, j'étais la première, OK? J'ai eu le temps de mettre la méthodologie en place. Puis, tu sais, vraiment, ça a été quand même 2 ans, là, tu sais, de vraiment arriver à une solution complète dans différents secteurs d'activité, tu sais, d'avoir un offre de service assez complet. OK? Avec des bonnes méthodologies, des bons protocoles pour le contrôle qualité de nos données. Tu sais, tout ça, mettre ça en place, ça a quand même pris un certain temps. Puis oui, j'étais peut-être un peu en avant parce qu'il fallait communiquer beaucoup. Mais en même temps, présentement, si je regarde ça, ça me donne une longueur d'avance. Hein? Puis là, tu sais, avec Balco maintenant qui est sorti, tu sais, ça m'a permis d'être pionnière. À l'avant. Un peu une référence aussi, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Le monde, il te voit comme une référence, là. Je veux dire, ah ouais, appelle Maude. Mais les premières années ont été difficiles. C'est sûr, les 2 premières années ont été difficiles. En plus, il y avait la réglementation qui ne nous aidait pas à ce moment-là. C'était l'enfer, hein? C'était l'enfer. Tu sais, avoir un permis de vol, ça peut me prendre 1 mois et demi. 2 mois même, des fois. Vraiment au tout début. Au tout début, mois, là, vraiment. Puis ça, c'était vraiment juste au tout début parce que ça a changé tout de suite après ma première année. Une chance. Fait que là, plein de monde volait illégalement. C'est aussi pour ça que j'ai été à l'international. Okay. Ça, c'est une raison que j'ai oublié de mentionner. Là. Mais c'était trop compliqué au Québec, au Canada, pour voler. C'était pas pareil ailleurs.
Ah, OK. Donc, le branding a changé vers MVT. C'est quoi ça veut dire, MVT? C'est Movement. là-dedans? OK. Non, c'est ça. Tout le monde pense ça. En plus, mon chum, c'est Vincent, tu sais, puis on n'a pas pensé à ça au départ. Mais ton chum, il était avec toi dans... Est-ce qu'il... Oui, il était avec toi dans la business, hein? Vous avez un peu comme... C'est ça. On a... parti un peu Lui, s'est joint à moi 1 an après. OK. Puis là, il est à temps plein dans MVT. OK. Ouais. Ah, d'accord. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Une entreprise... Exact. Familiale, on va dire. Pas, tu sais. Ouais. Ah, nice. Fais dire ça, ouais. Good. Puis, donc, c'est ça. Donc, MVT. Mais je sais que vous ne faites pas juste du leader de la photogrammétrie. Vous avez plus... Tu sais, vous étiez distributeur. Vous aviez aussi de plusieurs produits. Ouais. Puis aussi, vous faisiez quand même de l'infrarouge, du thermique. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui, c'est ça. On fait également distribution de différents équipements, différents partenaires qu'on a. On fait également toute la formation. Donc, formation de pilotage de drones. OK. On est partenaire avec d'autres entreprises pour le côté théorique, mais on fait toute la pratique, les examens également de pilotage pour Transport Canada. OK. On fait tout le côté formation. On a un programme assez détaillé là, au niveau formation pour la photogrammétrie. C'est quoi les concepts? C'est théorique autant que pratique. Quoi les concepts généraux de la photogrammétrie? Comment le faire adéquatement? Les paramètres de vol à utiliser? Ground Control Point, les points de contrôle. C'est assez exhaustif. Après ça, tout ce qui est LIDAR. Puis après ça, dans des logiciels également de traitement, donc tels que TerraSolid, Pix4D, Metashape, tout. OK. C'est tout le temps des formations en lien avec la géomatique ou l'arpentage. OK, excellent. Ouais, après ça, il y a la distribution de différents équipements. Puis après, il y a l'autre volet qu'on utilise également. Oui, on fait de la photogrammétrie, mais on a également d'autres caméras. Donc, on a de l'infrarouge pour la détection des gaz. On fait multispectral pour agriculture, mais on est un peu plus dans la foresterie, nous, que l'agriculture, honnêtement. Okay? Ouais. Pour faire de la photo-interprétation éco-forestière. On a un ingénieur forestier, d'ailleurs, à l'interne, qui est mon chum. Vincent, c'est un ingénieur forestier. Puis après ça, après, il y a tous les produits géomatiques, puis on va quand même assez loin dans la géomatique, mais même la géomorphologie, parce qu'il y a également de l'analyse, de la photo-interprétation, identification des chemins d'accès, des trucs comme ça. Ouais, je pense que c'est de rajouter quand même un petit peu de viande autour de l'os quand tu as une expertise aussi qui peut, dans le fond, appuyer la donnée que tu vas obtenir. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est clairement, hein. Tu vas faire affaire avec la même entreprise du début du processus jusqu'à la fin du processus. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Puis, fait que là, tu as fondé aussi une autre compagnie. Oui. Qui s'appelle? Balco Technologies. OK. Ça veut dire quoi, Balco? Balco, c'est un faucon. OK. C'est un nom un peu inventé pour un faucon. C'est une buse, en fait. Oui, c'est un peu une buse. Je savais pas. Oui, parce que... Où ça? Ça dit ça au Québec? Faucon, au départ, c'est qu'on voulait avoir le nom Faucon. OK. Mais on voulait également protéger la marque. Ouais. Donc là, Faucon, c'est trop général. OK. Fait que là, on a réfléchi, Falcon, Faucon, Falco, puis buse. Une buse, Balco. T'aimes les faucons? Oui, j'adore les faucons. Ouais, puis une buse, c'est que ça vole aussi à basse altitude puis à une basse vitesse. Fait que ça a fini Balco. OK. Pour cette raison. Puis qu'est-ce qu'elle fait cette compagnie? Oui, c'est une compagnie manufacturière cette fois-là. OK? On fait vraiment de l'intégration. On développe et construit un leader. Donc, c'est un leader qui est complètement modulaire. Fait qu'on peut vraiment interchanger les différentes composantes, le laser, la plateforme inertielle, les caméras, pour vraiment l'adapter à ce que toi, tu as besoin, que le client a besoin, en termes de résolution et de précision absolue. Fait que le leader, il est complètement modulaire. Il peut être interchangé. On peut avoir une caméra, 2 caméras. Puis en plus, on développe également la totalité du logiciel qui vient ensemble. Donc, le logiciel va vraiment merger toutes les données ensemble, générer un nuage de points calibré et colorisé à partir des images mêmes pour générer un LAS file. Fait que c'est vraiment autant le hardware que le software. Okay. Ça, on a parti le projet en 2017. Hein. C'est un spin-off d'MVT, en fait. Parti le projet en 2017, puis c'est en 2021 qu'on a lancé l'entreprise. Ah, OK, d'accord. OK, intéressant. Puis, c'est vraiment le côté modulaire qui se démarque. Où t'en es venu avec cette idée-là, dans le fond? De modularité, c'est quand j'ai commencé. Parce que là, en 2017, on est pas mal au début que moi, je fais de l'acquisition de données dedans. Ça fait juste 1 an, à peu près. J'étais limitée. J'étais limitée dans ce que j'étais capable de faire avec mon capteur. Il me coûtait très cher aussi à ce moment-là.
Très cher. J'étais limitée, puis j'étais comme crème. Au final, là, ce que je veux, là, c'est juste changer la précision relative. Tu sais? Je veux juste avoir une meilleure définition pour faire, disons, une détection de changement en deux modèles d'élévation. Fait que je veux vraiment avoir la meilleure définition. Mais je veux juste changer mon laser. Je veux pas nécessairement changer la plateforme inertielle ou mes caméras ou mon boîtier. Je veux juste changer le laser. Je me dis pourquoi? Tu sais, on peut pas juste interchanger les composantes. Fait que l'idée est partie de là. C'est sûr que toute l'invention est dans vraiment le design mécanique pour arriver à interchanger les composants. Okay. Mais c'est vraiment de là. C'était que je me sentais limitée. Puis je voulais avoir vraiment augmenter l'efficacité de mes opérations. Okay. Puis vraiment, le matin, j'ai besoin de mettre une caméra à 100 mégapixels. Je peux le faire. Je veux mettre un Regal parce que je fais de l'inspection. Ben je peux le faire. Au départ, c'était pour mes opérations à moi que je le faisais. Puis finalement, en 2019, on s'est rendu compte de la robustesse du produit, de qu'est-ce qu'on avait inventé. Là. On a fait, hey boy, c'est hot. OK, tu l'utilisais avant de le mettre Oui, c'est ça. Ben, il était pas optimisé comme il l'est. Tu sais, nous autres, c'était pour nos opérations. Ouais. Et là, on a tout viré ça de bord, tu sais. OK, là, il a fallu revoir le design mécanique, toute l'électronique, le logiciel, pour vraiment que ça soit optimisé, puis facile d'utilisation, que, tu sais, toutes les petites fonctionnalités qui rend le produit agréable à travailler avec, tu sais, puis efficace, là, tu sais, sur le terrain puis dans le traitement. OK. Puis, dans le fond, c'est quoi la qualité d'un bon lidar? Puis c'est quoi... C'est quoi un peu aussi, mettons, versus la photogrammétrie, les avantages d'avoir du lidar ou même les avantages de la photogrammétrie à la limite. Là. Dans le fond, j'ai comme 3 questions. Là. Tu peux commencer par la première peut-être. OK. Fait que c'est quoi les avantages? Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas. Je veux dire, tu sais, on a du monde, là, des étudiants qui nous écoutent aussi, qui veulent un peu comprendre là, qu'est-ce que c'est là, le lidar. Puis c'est quoi les composantes aussi pour qu'on ait de la donnée de qualité. Oui, oui. Bien, c'est sûr que dans un lidar, d'abord, tu as toujours un laser, une plateforme inertielle. Tu as un GPS, des schémas électroniques, un casing, puis après, tu as des caméras. Okay, c'est ça qui compose un capteur. La précision, tu as soit la précision relative, tu as la précision absolue, puis après, tu as la résolution. C'est les 3 pas mal specs que tu vas vouloir avoir puis savoir. Puis ça va varier. La précision relative va principalement varier en fonction de ton laser. Un Regal versus un Velodyne, tu n'as pas du tout la même précision relative. Fait que c'est surtout le laser que tu vas vouloir changer si tu veux augmenter ta précision relative. Versus si tu veux augmenter ta précision absolue, c'est une combinaison, je dirais, de la plateforme inertielle puis ton laser. Okay? C'est sûr que si tu mets une plateforme inertielle extrêmement performante avec un laser pas performant, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Tu n'iras pas chercher l'avantage. Par contre, si tu mets un laser très performant avec une plateforme inertielle moins performante, tu as un avantage quand même intéressant. Oui, sur la donnée, la qualité de la donnée relative, au moins les points vont être assez... C'est ça. Tu vas quand même avoir ta définition que tu veux, peu de bruit, une belle définition, mais ta précision absolue, tu vas en perdre, mais la précision absolue peut toujours être améliorée aussi avec des points de contrôle. Ouais. Fait que c'est tout le temps ça. Après ça, tu as les caméras. Puis la caméra, c'est important que ça soit synchronisé avec un ANS. Donc, GPS plus plateforme inertielle. Si tu ne vas pas chercher les informations de ta plateforme inertielle puis que c'est juste ton GPS qui vient corriger ton image, bien, ta photo, elle ne peut pas être bien positionnée correctement. En absolu? Oui. Bien, en fait, c'est que, dans le fond, tu as 2 méthodes pour la photogrammétrie. Tu as de la photogrammétrie que tu vas vraiment utiliser... tu vas utiliser des points de contrôle traditionnels pour venir corriger ton positionnement absolu. Tu peux également utiliser vraiment la performance de ton ANS. Donc, utiliser vraiment le AMU, la plateforme inertielle, plus le GPS, plus les valeurs, bien entendu, ça te prend des bonnes calibrations, autant au niveau des paramètres extérieurs, des IOPs puis EOPs, Intern Orientation Parameters, externe. Extérieur. Ta caméra intérieure. C'est ça. Aussi. Fait que ça te prend ces valeurs-là, bien entendu, plus son ANS. Puis là, tu es capable de faire de la photogrammétrie de précision sans point de contrôle. Fait que tu as 2 méthodes. Si tu n'utilises pas ton ANS, il faut que tu mettes des points de contrôle.
pour venir corriger correctement. Fait que c'est ça. Fait que là, notre solution aussi, Balco, ça permet, quand tu utilises ta caméra, tu peux faire de la photogrammétrie de haute précision. Donc, tu pourrais dire, moi, aujourd'hui, là, je fais de la photogrammétrie, je fais même pas de LIDAR. Et tu enlèves ton module LIDAR. Tu fais juste garder ton LNS, ton computer, puis tes caméras. Puis là, ça va synchroniser le tout ensemble. Puis là, tu vas faire de la photogrammétrie de haute précision sans point de contrôle. OK. Mais tu te mets une base... Toujours. C'est Toujours. Ça. Parce qu'il faut que tu corriges quand même ton GPS avec une base. Là. Ça existe-tu avec une carte SIM puis correction sur... En temps réel? Ouais. Oui, mais tu n'auras pas la même précision qu'en PPK. Ouais. OK, excellent. Puis, c'est quoi les industries, dans le fond, qui bénéficient de ça? Puis, eux, c'est quoi surtout leurs besoins? J'imagine que, tu sais, il y en a, par exemple, qui vont faire de l'urbain, d'autres qui vont faire du bâtiment. Ouais. D'autres vont faire, par exemple, de la foresterie. Tu sais, ils n'ont pas les mêmes besoins, justement. Donc, c'est là que, justement, ta solution va s'adapter toujours aux besoins, finalement. C'est ça que je comprends? Exact. Bien, c'est ça, dans le fond, tu sais, disons, par exemple, un arpenteur, il va faire de l'arpentage pour des firmes de construction, il va faire de l'arpentage en agriculture, en foresterie, faire du mapping. Tu sais, il y a différents champs d'activité. Donc, disons que lui, au matin, il a son leader dans son boîte de pick-up. Il s'en va faire des relevés. Ce matin-là, il fait juste du mapping puis il a juste besoin de 15 cm de précision. Pourquoi il mettrait un Regal qui pèse 2 fois plus lourd puis qui va voler moins longtemps? Là, il va juste mettre son petit capteur qui est parfaitement à la bonne performance. Ça va lui donner quand même du 5 à 10 cm. Il ne sera pas trop lourd. Il va pouvoir voler plus longtemps. Il finit sa journée, ou son avant-midi, ça, on va faire une inspection d'un pont où il faut vraiment qu'il y ait une bonne définition, une bonne pression relative. Là, il va juste switcher pour son Regal. Même capteur, il fait juste changer pour un Regal. Ça lui donne une immense flexibilité. Là. Non, c'est bien ça. Encore là, il faut qu'il y ait tous ces petits capteurs-là dans l'auto. Oui, mais au moins, à la place d'avoir 2 capteurs qui augmentent énormément les coûts. Mais c'est juste le module que tu dois acheter. Au moins, tu n'as pas besoin de racheter vraiment toute une autre solution. C'est ça. Tu peux juste changer le capteur. Je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant parce que je pense que vous êtes probablement les seuls ou dans les seuls qui faites cette solution-là, de cette façon-là. On est présentement les seuls qui font ça de cette façon-là. Que vraiment que c'est le client même qui peut changer ses capteurs. OK. On est les seuls actuellement. OK, intéressant. Puis, est-ce que le BIM, ça te parle un peu? Est-ce que le bâtiment, ça te parle? Est-ce que tu crois que ces solutions-là vont bien s'intégrer dans un processus, mettons, du BIM, que ce soit de la modélisation extérieure, bien sûr, de bâtiment ou même peut-être intérieur, je ne sais pas. On s'en rapproche. Pour le BIM extérieur, on s'en rapproche. Présentement, avec les nouveaux capteurs qui sortent, comme le Minivox 3, que tu dois connaître, la densité 1, elle commence à être intéressante parce qu'on est capable d'aller chercher. On peut aller jusqu'à du 1000-1200 points par mètre carré. Précision relative, on va être autour du 1 cm de précision relative. Donc là, on commence à se rapprocher de ce que le scan laser TRS fait sans l'être encore tout à fait. Mais on s'en rapproche. Fait que ça dépend toujours du niveau de détail qu'on va avoir besoin dans le BIM. Mais on s'en rapproche. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste une question de temps. Parce que à chaque année, il y a un nouveau capteur qui sort qui est plus performant. C'est clair. Fait que là, ça avance très vite. Ça avance, là, on est presque vite. là. Puis, mais l'affaire, c'est que, tu sais, comme ces capteurs-là, souvent, on recommande de voler à telle hauteur. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de voler plus bas puis d'avoir une meilleure précision, une meilleure densité, etc., etc.? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible aussi de changer le patron de vol aussi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoute, nous, si on fait du BIM, par exemple, on va voler plus bas. On va aussi voler, disons qu'on veut faire la face d'un bâtiment. Fait qu'on va faire le toit, puis après, on va descendre notre altitude pour faire la façade. Notre scanner fait 360 degrés. Ouais. Fait qu'on peut sélectionner. Ça, c'est le Minivox. Ça, c'est le Minivox. Fait qu'on sélectionne, fleurs, exactement. On va sélectionner les points qui regardent vers le bas quand on est sur le toit. Fait que 30 degrés de chaque côté du nadir. Puis après, quand on va sélectionner les bons angles pour la façade. Donc, ça, c'est possible. On doit adapter les plans de vol en fonction de qu'est-ce qu'on a de besoin. Donc, tu peux jouer avec la vitesse, tu peux jouer avec l'altitude. Ça va jouer sur ta précision. Principalement ta précision, en fait, autant absolue que relative. Mais relative, il y a une limite à ce que tu es capable de faire quand même. Hein? Parce que tout le temps, le laser même amène du bruit. Hein? Fait que tu peux pas non plus
il y a une limite. Tu peux pas t'attendre à avoir un capteur qui fait 1 cm de pression relative, couper de ça de moitié parce que tu descends ton altitude. Mais est-ce que ta calibration de bore sight, puis aussi ton strip alignment se fait bien si tu changes ces patrons de vol-là? C'est sûr que... Est-ce que tu vas les perturber en quelque sorte? Bien, c'est plus que tu vas avoir de recouvrement, tu vas perdre un peu de pression relative. Donc, il y a comme un... Présentement, ce qui arrive, c'est qu'il y a... faut que tu décides un peu. En fait, il y a des méthodes de traitement également pour améliorer le tout. Là. Donc, si tu fais beaucoup de lignes pour aller augmenter ta pression, ta densité de points, donc aller chercher, je sais pas, 1500, 2000 points, tu vas perdre un peu de ta pression relative parce que ton bar side angle, la calibration de tes bar side angle va être bien fait, mais il reste quand même un petit peu de strip line adjustment. Donc, tu peux faire ton strip line adjustment, mais le strip line adjustment, il y a aussi une limitation. Il y a une limite à comment tu peux l'améliorer à un moment donné. Tu sais. Nous, dans notre logiciel, on est en train d'implanter aussi le strip line adjustment, mais également du manual strip line adjustment. OK. Ouais. OK, ça, c'est intéressant. Ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment une fonctionnalité qui va donner beaucoup plus de flexibilité. Mais comment tu vas savoir que, mettons, c'est cette ligne-là qui doit être ajustée avec l'autre si tu y vas manuellement? Est-ce que c'est manuellement, là? Genre, Oui, bien, premièrement, tu fais un strip line adjustment automatique. Ouais. Mais attends, je voudrais pas rentrer trop dans les détails de ça. Il faudrait vraiment qu'on aille nos géomaticiens. Oui, je comprends. Ça, c'est pas moi qui fais le traitement. Ouais. Nous, on en fait du manuel déjà. Là, on en a toujours fait un peu. Parce qu'on n'arrive jamais à un résultat parfait, comme on veut, avec juste l'automatique. Fait que là, on a tout le temps de l'automatique, puis après, on vient ajuster manuellement. Puis ça, on le fait avec TerraSolid. Mais il n'y a pas beaucoup de logiciels qui le permettent, ça, de le faire manuellement. Puis je trouve que de pouvoir le faire directement dans notre logiciel, ça va avoir une valeur ajoutée. Ah, ben oui, mais dans le fonctionnement de comment, là, ça, il faudrait qu'on parle avec mon équipe. OK. Bon, c'est normal. Et ton équipe, c'est composé de quel genre de professionnels? Donc, on a 2 programmeurs. On a du monde en électronique, 2 en électronique. Un en ingénieur mécanique, également chargé de projet de recherche. PhD en géomatique. Parce que c'est le cœur, hein? Ouais. Des algorithmes. Après ça, on a des ingénieurs géomatiques, on a des techniciens d'arpentage, on a des chargés de projet pour les opérations. Là, est-ce que je mélange les 2 compagnies, par exemple? Là, si on va juste avec Balco, c'est vraiment programmation, électronique, mécanique, géomatique, ingénieur en géomatique, puis après ça, comptabilité, administration, puis moi. Fait qu'on est 10 actuellement. OK. Puis est-ce que, par exemple, peu importe la compagnie, parce que il y a souvent des étudiants qui nous écoutent, on sait, on en parle souvent avec les invités. Au niveau de la main-d'œuvre, c'est pas toujours évident. Est-ce que des fois, vous avez des postes ouverts, puis quel genre aussi de monde que vous cherchez? On a toujours des postes ouverts, je dirais, présentement, pas mal. Là, c'est rare qu'on n'en a pas d'ouvert. Je te dirais que là, actuellement, c'est pas mal dans les premiers mois que j'en ai pas d'ouvert. À part pour MVT, là, j'ai un poste ouvert. J'ai une très bonne équipe actuellement. Puis, on vise à pas trop croître trop vite non plus. On veut garder vraiment la qualité. Et qu'on fait nos stratégies de marketing de vendre en fonction de la vitesse de croissance que j'ai le goût de prendre. Donc, il va y avoir des postes qui vont s'ouvrir, c'est sûr. Mais on travaille beaucoup, beaucoup présentement à garder les employés qu'on a parce que c'est la force de notre entreprise. Là. C'est important. La synergie qui est en train de se créer, ça va être incroyable. Puis les employés qu'on a sont très, très forts. Là. Fait que là, on est beaucoup dans comment les garder puis s'assurer que la synergie est toujours très là. Il va y avoir des postes qui vont ouvrir, mais ce ne sera pas une croissance exponentielle. Mais en même temps, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais c'est pas... on essaie d'avoir un rythme... Une gestion de croissance. Oui, c'est ça. Une gestion de croissance pour toujours s'assurer que la qualité est là puis que le développement se fasse pas en amont de la vente, tu sais. Ou après, en aval de la vente, tu comprends? Ouais, je comprends. Tout le temps être en amont. Puis c'est où que tu as appris à faire de la business? Parce que je trouve que t'es une entrepreneur qui me semble assez exemplaire. Là. Ouais. Je veux dire, merci, mais... Je sais pas si c'est dans ton programme en géomorphologie. Ou... Mais non, écoute, c'est une bonne question, je sais pas. Ou c'est peut-être ta rigueur de faire des affaires peut-être ma rigueur, ça c'est sûr. Ouais. OK. Très...
Mais est-ce que tu as suivi des formations? Non, pas pantoute. Du tout. Écoute, oui, un peu. Tu sais, à travers mon parcours, j'assiste des fois à des conférences, je prends des formations, j'ai des coachs, des mentorats. Je suis toujours très, très bien accompagnée, en fait, quand même. C'est de même que j'apprends, en fait, je pense, à travers mes coachs, mes mentors. Parce que, tu sais, quand on a une business... Plus que ça. Il y a plusieurs choses qui est bon de maîtriser. T'sais. Ah oui. Mais c'est sûr que je pense que de s'entourer d'une bonne équipe, c'est pas mal une des premières choses à faire. Ouais. Mais il faut quand même maîtriser un peu de tout. Il faut toucher un petit peu à tout. Faut savoir de quoi on parle. Il faut aussi maîtriser ou apprendre à utiliser, dans le fond, le marketing. Surtout sur les réseaux sociaux de nos jours. Puis aussi, un petit peu de comptabilité. Je veux dire, on n'est pas tous allés à l'école pour faire ça. Non, certainement. C'est ça. Je pense qu'il faut avoir une certaine humilité, là, de dire, savoir qu'est-ce que tu dois travailler, puis lequel que tu dois t'entourer, que tu as de la misère. Tu peux pas être bon dans tout. Puis bien t'entourer sur les choses que tu as de la misère. T'sais. Puis apprendre à déléguer. Beaucoup. T'entourer de bonnes personnes, puis apprendre à déléguer pour que toi, tu sois juste en gestion de croissance de ta compagnie. Pas dans les opérations. C'est ça. Si tu restes dans les opérations, c'est difficile de croître. Puis je pense que l'humilité aussi va faire en sorte que, justement, tu vas être assez humble pour déléguer des choses dans lesquelles tu es meilleur. Puis aussi de savoir t'entourer de gens qui sont meilleurs que toi. Si tu veux croître, il faut que tu t'entoures des gens qui sont meilleurs que toi. Là. Bien, ça, c'est sûr. Puis ça, je pense, c'est trouver les bonnes personnes. Hein? Parce que c'est ça qui fait la force de mon entreprise, puis que je suis capable de déléguer comme ça, c'est que j'ai du monde qui sont meilleurs que moi. Que j'ai complètement confiance. Puis disons qu'ils font des choses différentes de moi, que j'aurais peut-être fait d'une autre façon, mais c'est pas grave. Tu l'acceptes. Tu dis, écoute, c'est pas comme je l'aurais fait, mais c'est bon pareil. Ouais. Tu sais? Puis, tu sais, surtout quand tu évolues dans un milieu scientifique, tu as souvent tendance à essayer d'amener tout ce qui est technique avec toi, puis d'essayer de vouloir le garder, puis de maîtriser. En tout cas, moi, c'est ce que je vois souvent. Oui, c'est ça, je comprends, ouais. Puis, mais à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il faut que tu sortes de ça, si tu veux être en business, si tu veux être capable de pouvoir faire évoluer ta compagnie, je veux dire, tu pars de loin, en fait. Oui, totalement. Mais tu sais, je pense que je suis très scientifique, très technique. Ce que j'aime, c'est parler technique avec mes clients. Tu sais, au moment qu'il y a des questions techniques, j'adore ça. Ce que ma force, je pense, c'est dans la gestion quand même. C'est là que je vais être dans l'âme. Oui, pas mal, je pense, quand même. Non, mais il y a du monde comme ça. Là, c'est ça. Si plus encore, je dirais que... Je veux dire, ça va transparaître dans tout. Oui. Puis moi, faire les opérations, faire du traitement, non. Non, t'aimes plus ça? J'ai jamais vraiment aimé ça. OK, t'as jamais vraiment aimé ça. Moi, être dans les opérations, là, tu sais, je m'endors un peu. Je trouve que c'est trop répétitif pour moi. Fait que c'est pas que j'aime pas ça. Je trouve ça intéressant, mais je trouve ça intéressant pendant 1 heure ou 2 quand je le fais pour la danse, c'est hot, puis ça marche. Puis après ça, je trouve ça long. C'est pas moi, il faut que ça bouge tout le temps. Et dans le chef d'entreprise, tout est différent. Tout le temps des nouveaux défis, des nouveaux problèmes. Faut tout le temps trouver des solutions. Et ça, c'est ma force parce que moi, ça me motive au bout. Puis est-ce que tu aimes encore piloter des drones? J'ai jamais piloté de drone. En fait, j'ai piloté des drones ma première année. OK. Parce que j'étais obligée. Mais ça n'a jamais été vraiment ce que je voulais faire. Moi, c'est juste la donnée que je voulais. Moi, j'étais juste capteur, mais c'est le drone me permettait d'aller chercher cette donnée-là. Mais honnêtement, moi, c'était pas... ça aurait été un cerf-volant. Je l'aurais mis sur le cerf-volant. C'est juste que c'était le drone, finalement. Tu sais, quand t'as du monde que tu connais qui t'envoie des vidéos là, sur « check ce que ce drone-là, il fait », puis que ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous, on fait. C'est ça. Tu sais, je suis comme « merci de me l'avoir envoyé, c'est cool ». Tu sais, j'ai pas envie de leur dire « ça m'intéresse pas », tu sais, ça serait un petit peu brusque. Là. Mais souvent, on m'envoie des trucs comme ça. Moi, personnellement, c'est comme « check ce que ce drone-là, il fait ». Puis là, le drone, il fait, je sais pas moi, des flips et whatever. Exact. Je comprends ce que tu veux dire. Nice. C'est tellement vrai. Ouais. C'est ça. C'est vraiment plus comme toi, là, tu sais, c'est l'application. Ce qui m'intéressait, c'était l'opportunité, tu sais, le potentiel, la donnée.
Mais le drone en soi, je trouve ça intéressant. Pas que j'aime pas ça. Tu sais, c'est intéressant, c'est une belle industrie, c'est une nouvelle industrie. Il y a tellement de problèmes, tu sais, il y a tellement de choses à régler, tellement de choses à faire, tu sais. C'est ça qui me motive dans le drone. Mais de vraiment être dans les opérations de drone, non. Non. C'est pas pour moi. C'est pour ça que j'ai une belle équipe qui sont bons là-dedans. Eux autres sont passionnés. Mais moi, au moment que j'ai été capable de donner ça à mon chum, j'étais bien contente. Oui, il aime ça. Ouais. Il y a beaucoup d'ingénieurs forestiers qui aiment piloter des avions et des drones, en fait, que j'ai rencontrés. Je ne peux pas généraliser, mais que j'ai rencontrés. Ils ont cette fibre-là. Ils sont beaucoup sur le terrain. Ils aiment le plein air. Ils sont sur le terrain. C'est souvent des très bons... des très bonnes personnes sur le terrain, mais également coordonnateurs. Très bons randonneurs. Très bons randonneurs. Oui, c'est ça. C'est plus lui qui a pris cette partie-là. OK. Puis qu'est-ce que l'avenir réserve à Balco, MVT? Est-ce que tu peux nous beaucoup de choses. Donc, de ce que tu peux nous parler. Oui. Donc, écoute, pour Balco, là, présentement, on est dans... C'est sûr que nous, là, présentement, c'est le Canada et les États-Unis pour le développement commercial. Là, tu cours beaucoup les expos, j'imagine. Oui, exactement. C'est sûr qu'on les sélectionne. Il y en a tellement. Il faut vraiment que tu choisisses lesquels que tu fais. Là. Mais là, présentement, c'est seulement Canada et États-Unis. Ça va être notre focus cette année et l'année prochaine. Est-ce que tu en as un bientôt que les gens vont pouvoir aller te voir? On va être lui, rendez-vous géomatique. OK. Donc, c'est dans pas long. C'est dans 3 semaines, je pense. Fait qu'on va être à celui-là. Donc, c'est ça. Après ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup gros développement au niveau du logiciel qu'on pousse. Là. On est en train d'implanter des fonctionnalités de contrôle qualité directement dans notre logiciel. Vraiment pouvoir importer les points de contrôle, faire des cross-sections pour valider le line matching. Les points de contrôle, pouvoir calculer directement un rapport de RSML de précision. Donc, des fonctionnalités comme ça qu'on ajoute. Là, il va y avoir la classification au sol aussi. Donc, pour le logiciel, j'ai 2 programmeurs plus une géomaticienne qui sont en plein juste sur le développement. Okay. Après ça, pour le hardware, il y a encore beaucoup de projets, mais ça, c'est pas tout encore public pour qu'est-ce qu'on va... on va pousser, là. Fait que si on va attendre un petit peu avant d'en parler. Mais suivez-nous parce que vous allez avoir des nouvelles quand même assez rapidement sur le développement du hardware aussi. Là. OK. C'est quoi ton site web? balcotechnologie.com. OK. Après ça, c'est sûr sur LinkedIn. On a un réseau. Facebook également. Fait que c'est les 3 places. Sinon, vous pouvez vous inscrire à notre infolette sur notre site Internet. OK. Bon, ben good. Je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter? Non, c'est bon. C'était très agréable. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, merci d'être venu nous voir, en plus de Québec. Moi, ça faisait longtemps que je voulais t'avoir. Je suis super content de t'avoir. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Ça a été un plaisir. Bon, ben good. Fait que, en tout cas, je vais juste saluer, dans le fond, de notre auditoire, les gens de toute la francophonie, les étudiants, les professeurs, tout le monde qui nous suit, tout le monde qui vient nous voir sur LinkedIn, qui nous disent, qui nous donnent dans le fond leur support. Puis, continuez à nous suivre. On est sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram même. Donc, vous avez juste à taper le spot géomatique. Vous allez nous trouver tout de suite. Donc, merci à tous. À la prochaine.